Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal de 19h d'Alizé Télévision ce mardi 11 octobre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. La guerre aux scooters débridés dont la vitesse peut atteindre les 90 km/h est déclarée. La gendarmerie sort une nouvelle arme, le curvomètre. L'objectif est double, lutter contre l'insécurité et la délinquance. 3 candidats visent la présidence de la Chambre de métiers et de l'artisanat après Patrick Chouan et avant Simon Vainqueur. Rencontre à suivre avec Franck Lasserre. C'est de la gymnastique douce qui repose sur des mouvements lents et la respiration pour muscler le corps. Comme ailleurs, la méthode Pilates semble trouver ses adeptes en Guadeloupe. C'est à voir. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir, Marianne Aymar de l'École de la Mer, elle viendra nous parler des prochaines journées régionales de nettoyage des fonds marins et du littoral. Les hommes de l'escadron de sécurité routière de Guadeloupe disposent d'une nouvelle arme de lutte contre les infractions routières. Ils sont équipés de curvomètres permettant de vérifier si un cyclomoteur a été débridé, c'est-à-dire si son propriétaire l'a modifié de manière à accroître sa puissance et sa vitesse maximale. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves dans d'autres régions de France et qui était testé cet après-midi. Conduite par l'escadron départemental de sécurité routière, avec le renfort de la gendarmerie mobile et des éléments de la compagnie de Pointe-à-Pitre. Cette opération s'est déroulée dans le rond-point de Destrelin à Bémao. Reportage Joël Saint-Célie. Pas moins d'une trentaine de gendarmes pour cette opération de contrôle routier sur le territoire de la commune de Bémao. L'objectif de la manœuvre, lutter contre la délinquance routière avec un ciblage particulier sur les deux roues. La routine, direz-vous? Eh bien non, il s'agissait de tester pour la première fois en Guadeloupe un curvomètre. Nouvel appareil arrivé sur la Guadeloupe qui nous permet en statique de pouvoir mesurer la vitesse pouvant être atteinte par un cyclomoteur et ainsi démontrer qu'il a subi des transformations et qu'il n'est plus conforme à sa réception d'origine. Je vous rappelle que la vitesse initiale limitée d'un cyclomoteur 50 cm3 c'est 45 km/h. Ce n'est pas sans raison, c'est aussi pour des motifs de sécurité. Et le fait de débrider le cyclomoteur permet d'atteindre des vitesses largement supérieures à 90 et ça c'est dangereux. Et on attend aussi une prise de conscience de la part des parents, des plus grands, qu'ils expliquent à leurs enfants, à leurs petits frères, que sur la route on ne fait pas n'importe quoi. Un nouveau matériel qui, selon la gendarmerie, trouve toute sa place en Guadeloupe au regard de la forte implication des deux roues dans les accidents de la circulation. C'est un constat que l'on fait malheureusement depuis quelques années. Les deux roues de toute cylindrée, et tout spécialement les jeunes, sont fortement impliqués dans les accidents de la route. Bon nombre de jeunes font n'importe quoi sur la route et on les retrouve tués, blessés sur la route et ça, ce n'est pas tolérable. Des contrôles favorablement perçus par les motards contrôlés, avec tout de même certaines réserves. Contrôle là bon. Mais normalement, là où il tombe, pas là il va tomber. Quand il tombe, là c'est du volet là. C'est délicat là, on rappelle 3 comme ça. Il existe pour l'instant un curvomètre pour tout le département. Il a coûté environ 3 000 € à la gendarmerie. L'élection pour le renouvellement des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe se déroule jusqu'au 14 octobre. Une élection qui se déroule uniquement par correspondance et pour laquelle 3 listes s'affrontent. Parmi les têtes de liste qui prétendent à la succession de Joël Lebeau à la présidence de la Chambre consulaire, il en est un qui connaît bien cette entité pour en avoir été le trésorier adjoint. Franck Lasserre conduit la liste Ensemble pour l'artisanat et veut que l'artisanat prenne sa vraie place dans l'économie de l'archipel. Joël Saint-Célie l'a rencontré. Convaincre avant le 14 octobre, date de la fin du scrutin de l'élection à la Chambre de métiers de l'artisanat de la Guadeloupe, c'est le dessein de Franck Lasserre. Sous l'étiquette Ensemble pour l'artisanat, il multiplie les visites sur le terrain, avec une idée forte, donner à l'artisanat
une vraie place dans l'économie locale. L'artisanat, être artisan, c'est vraiment une profession, c'est travailler, c'est rendre service, c'est être au plus près de la population, donc c'est très noble. Donc par conséquent, nous devons aider ce pan de l'économie à résister. Nous savons que les difficultés sont nombreuses, nous savons que bon nombre d'entre nous n'arrivent pas à payer les charges fiscales et sociales, donc c'est un souci qu'il va falloir aborder dès notre arrivée. Mais nous savons aussi qu'il y a des perspectives d'avenir, des nouveaux métiers que nous devons explorer, de nouvelles filières que nous devons créer. Donc il y a de l'espoir. De l'espoir, de nouvelles perspectives pour l'artisanat en innovant. Son ambition, créer de nouveaux outils de prospection afin de mieux cibler les actions. Nous avons l'intention de doter la Chambre de métiers d'un observatoire des métiers qui va nous permettre d'avoir des évaluations économiques et technologiques, de pouvoir évaluer la démographie de chaque métier, de pouvoir évaluer la formation tant pour les apprentis que pour les artisans eux-mêmes, la formation continue. Donc un instrument qui va nous permettre d'aller au cœur des métiers et qui va nous permettre de mettre toutes nos politiques en branle. L'entrée dans l'ère numérique pour les artisans de Guadeloupe, voilà un autre défi pour Franck Lasserre. Une idée selon lui parfaitement symbolisée par son slogan « Vers une nouvelle ère pour l'artisanat ». Chaque artisan doit être initié à la chose numérique, à la chose informatique. C'est important aujourd'hui que de pouvoir répondre ne serait-ce qu'à un mail, à un courrier, de pouvoir dire oui, je serai là, je ne serai pas là. Donc répondre aux convocations, aujourd'hui tout est numérisé. Donc les artisans vont franchir ce pas-là et aussi aller au fur et à mesure vers l'e-commerce. Demain, nous devrions pouvoir avoir une boutique à ciel ouvert qui exposerait toute la fabrication, tout ce que nous faisons comme production locale. Et pour lier le tout, la formation, un élément transversal et fondamental pour le candidat. Trop souvent, nous avons eu des formations, j'allais dire des formations génériques où nous formons parce que nous avons les plateaux techniques qui sont déjà dirigés. Nous voulons que demain, la formation soit en adéquation avec la demande. Les métiers évoluent, la demande des consommateurs que nous sommes évolue. Donc cette adaptation doit être faite en fonction des évolutions et qui vont être jaugées par l'Observatoire des métiers. Membre de l'ancienne équipe dirigeante, Franck Lasserre ne manque pas de le rappeler. À son avis, un véritable avantage. Je dis aux artisans que je connais la maison. Je connais la maison, le budget je maîtrise, j'étais trésorier adjoint, je connais le personnel et l'ambition nous l'avons. Donc je dis que c'est une garantie pour les artisans, c'est-à-dire une garantie sans risque, puisque nous voulons mettre en application le connaître pour comprendre, comprendre pour agir, agir pour réussir. Franck Lasserre est âgé de 55 ans, il exerce depuis une trentaine d'années la profession d'ambulancier et préside le syndicat anti-Guyane des transporteurs sanitaires. Le député Harry Chalus est intervenu cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement et a interpellé le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Forêts sur la question, sur la nécessité de concrétiser le projet d'augmentation de la production de bananes de Guadeloupe. Un projet cap 100 000 tonnes qui devrait permettre de créer plusieurs centaines d'emplois dans le secteur et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et des petits planteurs. Je vous propose d'écouter la question d'Harry Chalus ainsi que la réponse du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Ce projet, nous y croyons. La collectivité régionale est prête. Le préfet de région a fait part de sa très bonne appréciation. Jean-Claude Juncker, rencontré le 29 avril, est favorable. Pour le concrétiser, nous avons besoin des aides de l'État, de vous. Le gouvernement est-il prêt à s'engager concrètement pour la Guadeloupe et nous permettre d'atteindre cet objectif de 100 000 tonnes de bananes et créer 890 emplois? Les professionnels sont exaspérés au plus haut, en plein vote sur l'égalité réelle, où ils observent l'engagement concret de l'État auprès de leurs collègues de l'Hexagone. Ils souhaitent que le principe d'égalité qui fonde notre République s'applique aussi à eux, comme pour Alstom. 500 millions pour sauver 400 emplois. Nous, c'est seulement 4 millions pour 890 emplois. Égalité réelle que nous demandons. Merci. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le député, monsieur le président, vous avez posé une question sur la question de la banane. D'abord, je voudrais rappeler que les efforts qui ont été faits par cette filière, en particulier sur le plan de ce qu'on appelait la banane durable 2, qui a été financé sur des fonds que la France a débloqués, et je m'en souviens puisque
Ça s'est fait sous ma responsabilité. 18 millions d'euros ont été investis, ce qui fait qu'aujourd'hui, la banane de Guadeloupe et de Martinique a non seulement une identité et s'est engagée profondément dans la démarche d'agroécologie. Ce qui fait que cette production se développe et que les marchés sont là et on doit être en capacité d'y répondre. Vous le savez aussi, monsieur le député, ces aides à la banane, qui représentent un certain nombre d'euros par hectare, sont basées sur des quotas qui avaient été définis il y a 10-15 ans entre la Martinique et la Guadeloupe. Qu'aujourd'hui, la Guadeloupe va arriver au niveau de son quota et souhaite le dépasser. Ce qui nécessiterait, et vous l'avez exprimé, des aides supplémentaires si on reste sur l'aide directe qui existe aujourd'hui sur les quotas liés aux 100 000 tonnes de bananes prévues pour la Guadeloupe. Vous ne voulez pas, et moi non plus, toucher à ce qu'étaient les quotas de la Martinique. Il faut donc qu'on ait une discussion sur ce sujet. Vous savez que le POSEI, qui sert au financement de soutien à la banane, a été renégocié par la France en même temps que le budget d'agriculture à un moment où certains en Europe voulaient le voir baisser. Nous l'avons préservé. Donc je suis d'accord sur ce sujet parce que nous devons développer cette production qui répond en plus à un marché, à ce que nous ouvrions une discussion de fond pour savoir comment nous favorisons l'installation et le développement de nouvelles exploitations pour faire en sorte que l'État puisse aider au développement de cette production et créer les emplois que vous souhaitez. En bref, Josette Borrell Lincertin, la présidente du conseil départemental de Guadeloupe, dit se réjouir du vote solennel des députés qui ont adopté ce mardi en première lecture le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer par 314 voix pour contre 140 voix et 29 abstentions. Dans un instant, nous retrouverons notre invité du soir, Marianne Aymar de l'École de la Mer, qui viendra nous parler des prochaines journées régionales de nettoyage des fonds marins et du littoral. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction pour commencer la République d'Haïti, vers qui les aides devraient se diriger après le passage de l'ouragan Matthew. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vient de lancer un appel de 120 millions de dollars pour financer les activités d'aide des Nations Unies suite au passage de l'ouragan Matthew. Le nombre de morts ne cesse de s'alourdir et risque de continuer avec le début de la saison des pluies et la propagation des maladies. Selon les chiffres de l'ONU, au-delà des milliers de morts, au moins 1,4 million de personnes ont besoin d'aide en ce moment. Des villes et villages entiers ont été rayés de la carte. Cultures et réserves alimentaires ont été détruites. 300 écoles ont été endommagées. Pour Ban Ki-moon, une réponse massive est nécessaire. Le secrétaire général a annoncé que le Fonds central d'intervention d'urgence a déjà alloué 5 millions de dollars et un prêt de 8 millions de dollars a été accordé à l'UNICEF pour juguler l'épidémie de choléra en Haïti. C'est une course contre la montre qui est lancée. L'UNICEF avertit que si rien n'est fait très rapidement pour le ramassage des cadavres humains et d'animaux qui sont parfois juste jetés dans les eaux du fleuve, le risque de maladie hydrique ne pourra être contenu. Comprendre la propagation du choléra, de la typhoïde, de la polio, de la méningite et de l'hépatite A et E. Une pétition circule sur le web pour demander le licenciement de la météorologiste Jennifer Delgado qui officie sur Weather Channel aux États-Unis. Le 4 octobre dernier, alors que l'ouragan Matthew se dirigeait droit sur Haïti, Jennifer Delgado a montré une image satellite soulignant l'importante déforestation sur l'île et informant que les enfants haïtiens mangent des arbres. Elle précise « Même les enfants là-bas, ils ont tellement faim, ils mangent réellement les arbres ». Ces mots ont tout de suite choqué les téléspectateurs qui ont immédiatement exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Jennifer Delgado a présenté ses excuses dans un post sur Facebook en disant que sa déclaration était inappropriée et offensive. Mais il en faut bien plus pour calmer les téléspectateurs qui ne croient pas en la sincérité des excuses de la présentatrice. Ces propos sont jugés extrêmement diffamatoires et déshumanisants pour les 15 millions d'Haïtiens à travers le monde. Pour beaucoup, ils stigmatisent les Haïtiens et en particulier les enfants et révèlent la grande incompétence et le manque de professionnalisme de la présentatrice. Une pétition demandant son licenciement a déjà recueilli plus de 20 000 signatures en quelques jours.
Après le passage de l'ouragan Matthew sur l'archipel, l'heure est maintenant à la remise en état, notamment à New Providence, où l'ouragan a laissé de profondes cicatrices. Pendant un temps, les météorologues ont même pensé que Matthew aurait fait demi-tour en frappant les Bahamas une seconde fois, après avoir touché la Floride. Mais heureusement pour les Bahaméens, Matthew a poursuivi son chemin vers le nord-ouest. 500 personnes ont dû être évacuées pendant le passage même de l'ouragan, n'ayant pas suivi les consignes de sécurité, ce que déplore l'Agence nationale de sécurité des Bahamas, qui avait appelé les habitants à respecter les consignes, sinon leur vie serait en danger, ainsi que celle des sauveteurs. Les réseaux d'électricité et des télécommunications sont en cours de restauration et tous les habitants devraient être connectés d'ici la fin de la semaine. Mais l'ampleur des dégâts reste encore incertaine, les évaluations sont toujours en cours et certaines régions de l'archipel ont été sévèrement touchées, nécessitant une assistance plus lourde. Retour en Guadeloupe avec l'invité du journal de ce soir, Marianne Aymar. Bonsoir. Bonsoir. De l'École de la Mer. Venu nous parler de la 12e journée régionale de nettoyage des fonds marins et du littoral. Je devais dire des journées, puisqu'il y en a deux. Ce sera le vendredi 14, donc ce vendredi-ci, et dimanche 16 octobre. Mais avant de parler de cette opération de nettoyage, quelques mots pour rappeler ce qu'est l'École de la Mer. Alors, l'École de la Mer est une association de protection de l'environnement qui est située à l'Aquarium, qui organise des visites pour les scolaires, qui organise beaucoup d'ateliers pédagogiques liés au milieu de la mer, mais pas que, et qui accueille également les enfants durant toutes les petites et grandes vacances scolaires pour des stages, mer et découverte. Donc l'idée, c'est justement d'ouvrir les jeunes Guadeloupéens sur la mer, de leur faire aimer la mer, et aussi de les orienter vers des filières après professionnelles qui soient un peu liées à la mer. Et chaque année, on a 2 ou 3 grosses opérations comme cette journée régionale de nettoyage pour vraiment faire un focus sur les gestes à faire, notamment à la plage. Et à ne pas faire surtout. Cette journée régionale de nettoyage des fonds marins existe depuis 12 ans maintenant. Si vous êtes encore présente ce soir pour en parler, c'est que le constat qui a été fait il y a 12 ans vaut encore aujourd'hui. Malheureusement, on a toujours des déchets. On a ramassé l'année dernière 36 000 déchets différents. On a des filières de tri sélectif qui fonctionnent. On a maintenant des containers de tri. On a souvent 2 poubelles devant nos maisons. Et malheureusement, on a quand même toujours une petite partie de la population qui va aller jeter son frigo, ses pneus sur la plage, mais aussi dans l'eau, puisque l'année dernière, on a quand même trouvé 11 pneus, dont des pneus de camion au fond de la mer. Et sans compter tous les restes de pique-nique, les restes de Pâques et des piles, des déchets dangereux qu'on va trouver encore toujours sur le littoral. Alors on l'a dit, en 2015, c'est 70 tonnes de déchets qui ont été sortis de la mer sur les 35 sites de nettoyage. Vous avez cité un peu le type de déchets qu'on retrouve. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent ? En majorité, ce sont les canettes et les bouteilles plastiques. Donc ça, c'est vraiment le grand classique. Après, on va trouver beaucoup de déchets liés à la filière pêche, donc tout ce qui est cordage, vieilles bouées, etc. Tous les restes de pique-nique, donc les timbales en plastique, tous ces déchets qui, effectivement, dans l'eau vont polluer. Le plastique, il faut savoir que dans l'eau, il va polluer pendant 200 ans. Donc c'est des déchets qui vont rester vraiment polluants pour la Guadeloupe, pour les habitants de la mer, bien évidemment. Et puis à côté de ça, on va trouver des déchets complètement qui n'ont rien à faire là. Je pense aux télévisions, aux réfrigérateurs, voilà, aux pneus, aux batteries de voiture. On a trouvé encore 11 batteries l'année dernière. Donc après, c'est un gros boulot de nettoyage. Cette journée, c'est pour mettre un focus sur tout ça, mais le but, c'est quand même qu'on arrête de polluer comme ça. Alors cette année, il y a 2 rendez-vous. Tout d'abord, un rendez-vous pour les scolaires, ce sera ce vendredi. Quelle sera la contribution de ces écoliers et qui sont-ils ? Alors les écoliers, on en avait 233 l'année dernière, on en a 1733 cette année. Donc le rectorat qui a relayé en fait notre journée cette journée sur les sites et par tout le biais des mails, nous a permis d'accueillir beaucoup plus de scolaires et on aura cette année des enfants dès la maternelle qui vont participer. Alors bien évidemment, on ne va pas leur demander de nettoyer des déchets dangereux, des déchets coupants, mais enfin ils vont quand même être informés, sensibilisés et ramassés. Et c'est nettoyé aux 4 coins de l'île, sur Marie-Galante, sur les Saintes aussi. À Bouillante, la mairie a carrément inscrit toutes les écoles de Bouillante. On se retrouve avec 500 élèves qui vont nettoyer. Et de la petite section de maternelle jusqu'au lycée, on va avoir plus de 1700 élèves qui vont travailler là-dessus. Et deuxième rendez-vous, ça c'est pour le tout public, ce sera dimanche 16 octobre. Combien de sites cette année seront nettoyés et combien de communes sont concernées ? Alors on a 48 sites qui vont être nettoyés cette année contre 35 l'année dernière, voilà, et on est sur 17 communes qui vont être nettoyées, avec sur la journée de dimanche donc les bénévoles des clubs de plongée et d'apnée,
de voile, de kayak, de un peu toutes les activités qui vont dans l'eau, sous l'eau. Et puis aussi tout bêtement des associations, je pense à l'association des résidents de Bas-du-Fort ou des associations adventistes. On a un petit peu de tout en fait qui se mélange. C'est la preuve aussi que ça se démocratise. On a le groupe de carnaval Caleçon All Star qui est là cette année à nouveau. Et eux, ils sont nombreux, ils font un gros nettoyage. Ça, c'est sur Basse-Terre. Voilà, c'est sur Basse-Terre. Et on est sorti du nettoyage purement marin et sous-marin. Ça commence à concerner, ça fait quelques années que ça commence à concerner de plus en plus de gens issus du milieu terrestre, on va dire. Et là, c'est quand même la preuve que l'information est passée et qu'on a gagné un petit peu. Quel est l'engagement? Quelle est l'implication des collectivités, des communes, pour commencer? Alors nous, en fait, on sert de relais entre tous ces gens dont on rassemble les informations, les lieux de site, le nombre de personnes, etc., et les communautés d'agglo maintenant, plus que les mairies, auxquelles on va demander de mettre des bennes à disposition, parce que collecter des déchets, c'est bien, mais il faut que derrière, les gens aient un endroit où déposer tout ça. Donc en général, les communautés d'agglo jouent le jeu en mettant des bennes pour mettre tous les déchets. Et on demande aussi après aux gens de trier quand ils peuvent, de faire du tri sélectif quand c'est installé sur leur commune, de manière à ce qu'on ait vraiment une opération propre, on va dire, du début jusqu'à la fin. Alors, on sait que les associations de protection de l'environnement, les clubs de plongée sont des partenaires naturels de cette opération, mais comment ceux qui ne font pas partie de ces clubs, de ces associations, peuvent venir vous aider ? En fait, on a de plus en plus de demandes d'individuels, c'est-à-dire quelqu'un qui appelle en disant moi je veux bien participer mais je fais partie de rien du tout. Donc nous on a la liste de tous les clubs, les mails, les téléphones et on met les gens en relation en fait. Ce qui fait qu'il y a des gens sur Saint-François qui vont aller participer à un nettoyage parce qu'ils habitent Saint-François, la même chose à Basse-Terre et chaque année on a de plus en plus, alors quand je dis individuel c'est souvent des familles, c'est papa, maman et les enfants. Dimanche qu'est-ce qu'on fait? On va donner un coup de main à la mer. Rendez-vous donc dimanche un peu partout. On ne pourra pas citer toutes les communes et tous les sites. Je vais juste faire un petit focus sur une opération qui se déroulera au Saintes. Ce sera donc dimanche, nettoyage de la plage et des fonds de Lens-Gillot avec la participation de certaines personnalités, notamment Miss Guadeloupe 2016. Ce sera donc durant toute la journée, dimanche 16, donc rendez-vous au Saintes et je pense qu'un peu partout dans les différentes communes de Guadeloupe. Ceux qui veulent peuvent toujours se rapprocher, aller peut-être sur le site de l'école ou... Le plus simple, c'est de nous appeler et après, effectivement, on envoie la liste des participants à tout le monde. Voilà. Pour le téléphone dimanche. Le téléphone, donc 05 90 21 04 37. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que ces 12e journées régionales de nettoyage des fonds marins et du littoral se déroulent vendredi. Ce sera pour les scolaires et dimanche pour tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre les bénévoles qui organisent et qui participent à cette opération. On termine ce journal en douceur. Depuis une année, l'atelier du bien-être propose des activités de remise en forme et de détente. Parmi ces activités, le Pilate, une méthode de gymnastique douce qui séduit un peu partout dans le monde. Reportage Muriel Barlagne. C'était le sport des stars. Aujourd'hui, le Pilate serait pratiqué par des millions de personnes dans le monde. Depuis un an, l'atelier du bien-être à Bémao propose cette discipline. Les séances se déroulent en petits comités pour permettre aux professeurs de mieux encadrer chacun des pratiquants. Car cette méthode, du nom de son inventeur, l'Allemand Joseph Pilate, inspirée du yoga et de la gymnastique, consiste à adopter des postures précises. Le Pilate, c'est une méthode de gymnastique douce qui va renforcer les muscles posturaux, les muscles stabilisateurs. On va travailler sur une respiration bien précise également. On va travailler sur l'équilibre, la souplesse, la coordination. On va travailler également, on va engager le centre abdominal également, qui restera tout le long des exercices engagés. La séance du jour est une séance de Pilate mat sur togu. Le togu étant cet accessoire, un boudin en mousse. Il s'agit d'enchaîner plusieurs exercices au sol. Chaque mouvement s'accompagne d'une respiration lente et profonde. Les participants doivent chercher à garder le contrôle, d'où une importante concentration. La méthode Pilate est préconisée pour l'équilibre du corps et de l'esprit. Ce qui m'a donné envie de faire du Pilate, c'est d'abord la respiration, parce que je suis quelqu'un d'angoissé et la respiration, ça permet de sentir son corps et toutes les parties justement de son corps. Et aussi bien, le fait de se muscler et de faire travailler son corps avec la respiration. C'est autre chose. J'adore.
Parce qu'on sent vraiment toutes les parties du corps, la colonne vertébrale, et on n'a pas l'habitude de sentir son corps de cette manière-là. Et c'est vrai que ça permet de nous faire ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir justement. Donc je suis agréablement surprise. C'est une amie qui me l'a conseillé, donc je suis venue essayer, ça m'a beaucoup plu tout de suite. Parce que ça utilise des muscles du corps qu'on ne soupçonne pas, beaucoup d'étirements. Et vu que j'avais des petits soucis de dos, ça me convenait tout à fait. Ça passe très vite en fait le cours, parce qu'on est très concentré, on pense à beaucoup de choses en même temps. Et voilà, c'est un petit côté aussi ludique et voilà, intéressant. Outre le togu, des ballons et des appareils peuvent aussi être utilisés pour réaliser certains exercices. La méthode convient aux enfants, mais aussi aux seniors. Elle serait même recommandée par certains kinésithérapeutes à cause de la douceur et de la lenteur des mouvements. Une méthode idéale donc pour ceux qui souhaitent sculpter leur corps sans traumatisme. Un point sur la météo pour clore cette édition. Il risque encore de pleuvoir ce soir, particulièrement sur le sud et l'ouest de l'archipel. Des averses orageuses sont à craindre en début de soirée avant une amélioration dans la nuit. Demain matin, le temps sera plus clément, mais les îles du sud risquent encore d'être sous la pluie. Côté qualité de l'air, nous serons dans le vert demain avec un indice de 3 annoncé par Guader. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.